Bienvenue à ce 7e épisode du Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va certainement intéresser plusieurs personnes, c'est-à-dire de l'histoire de l'indépendantisme québécois. Si vous écoutiez bien dans vos cours d'histoire au secondaire, vous savez certainement de quoi il est question lorsque je parle du FLQ. Mais saviez-vous qu'à la même époque, il existait un autre groupe indépendantiste entièrement composé de femmes? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le FLF est né en 1969. Un groupe de femmes, le Front commun des Québécoises, est descendu dans les rues pour protester contre un règlement municipal restreignant les manifestations publiques dans les rues de Montréal. Portant des chaînes pour symboliser leur répression, les femmes ont défilé pendant la nuit et 165 des 200 protestataires ont été arrêtés par la police. Le groupe est alors composé de francophones et d'anglophones, et ce sont surtout ces dernières, influencées par le féminisme américain très militant, qui ont poussé les francophones à occuper la rue. Les Québécoises francophones sont très attachées aux valeurs nationalistes qui circulent dans les milieux universitaires et intellectuels de l'époque. Elles aussi souhaitent participer à la libération du Québec, mais dans les groupes militants souverainistes largement dominés par les hommes, les préoccupations des femmes concernant leur émancipation sont ignorées. Par exemple, les militants de gauche masculins refusent de mettre sur pied des garderies de jour qui permettraient aux femmes de s'engager pleinement dans la Révolution. Pour eux, la libération des femmes est secondaire, mais pour ces dernières, c'est une condition nécessaire à la libération du Québec. Les Québécoises vont donc décider de démarrer leur propre mouvement, leur slogan sera « Québécoises debout » et leur but, créer un Québec indépendant et socialiste. Tout en empruntant le langage de la libération nationale, les membres du FLF situent également leur mouvement dans un contexte international de décolonisation. Pendant 2 ans, le FLF organise de nombreuses manifestations, ouvre une garderie et publie la première édition d'un journal. Ce journal, intitulé « Québécoises debout », qu'on lit encore aujourd'hui, met la table à de nombreuses idées qui seront fondatrices pour le féminisme québécois. En 1971, le FLF est dissous et certaines militantes fondent le Centre des femmes, qui est beaucoup plus centré sur la lutte des classes. Son slogan est « Pas de libération des ménagères sans libération des travailleurs et pas de libération des travailleurs sans libération des ménagères ». Ce qui soulève un autre problème pour l'émancipation des femmes, c'est-à-dire le travail dans la sphère privée qui est non rémunéré. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à reconnaître le caractère politique de ce que les femmes accomplissent. Les mouvements féministes ont été décisifs dans la transformation de nos sociétés. Comment se fait-il qu'on en parle aussi peu dans les livres d'histoire et pourquoi ne reconnaît-on pas le féminisme comme un mouvement intellectuel à part entière? Par exemple, pendant le procès du célèbre felkiste Paul Rose en 1971, la militante Lise Balser refuse de témoigner devant le tribunal parce que le jury est entièrement composé d'hommes, la loi interdisant aux femmes d'en faire partie. Balser déclare « Si les femmes sont trop niaiseuses pour faire partie du jury, moi, je suis trop niaiseuse pour témoigner. » Pendant sa comparution, 7 femmes du FLF bondissent dans le box des jurys en criant « La justice, c'est de la merde ». Évidemment, elles sont immédiatement arrêtées. Quelques mois plus tard, la loi est changée et les femmes sont autorisées à siéger comme jurées dans les causes civiles et criminelles. Cet événement-là n'est presque jamais mentionné quand on parle de l'histoire de l'indépendantisme québécois. Donc, c'était tout pour ce 7e épisode, et si l'histoire de l'indépendantisme québécois vous intéresse vraiment, je vous suggère la lecture du livre de Rosa Pearce « Ne sommes-nous pas québécoises » qui a été publié aux éditions du Remue-Ménage. Comme d'habitude, je laisserai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter d'un sujet complètement différent qui est celui des femmes dans l'histoire du sport.